en ce moment lance des bombes dans les tramways d'Alger. Ma mère peut se trouver dans un de ces tramways. Si c'est cela la justice, je préfère ma mère. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de Camus comme Français d'Algérie. À ce moment-ci, ça vous semblerait un peu étrange que Camus ait été Français d'Algérie. Pourquoi c'est un sujet à part? Lentement, les écrivains et les chercheurs sont en train de découvrir la place d'Algérie dans l'œuvre camusienne, qui était négligée auparavant. Mais parmi les intellectuels, nous trouvons cette habitude de mettre en boîte l'œuvre d'un écrivain dans une perspective. Par exemple, si je disais qu'on va parler de Camus comme un Français d'Algérie, on penserait qu'on va trouver Camus à côté d'Algérie contre tout ce qui est français. Comme on a déjà vu dans les dernières vidéos, c'est pas facile d'identifier un isme attaché avec l'œuvre camusienne, qui est surtout la marque d'originalité d'un penseur. Nous allons regarder bientôt comment Camus était l'étranger pour les deux camps. Un qui était à côté de la France et deuxième qui était à côté de l'Algérie. Les deux ciblaient Camus, même essayaient de le tuer, avec des mots certainement et certains avec des pistoles. Pour bien comprendre ses croyances et sa position sur l'Algérie, on va lire son avant-propos des chroniques algériennes, et ça nous informerait pourquoi les deux camps ne lui étaient pas d'accord. Avant qu'on comprenne le contexte des chroniques algériennes, un mot sur le conflit entre Sartre et Camus. Dans les dernières vidéos, on a touché un peu à propos de différences entre eux, mais la cause d'Algérie, c'était un des sujets qui leur a mené sur la même page. Les deux étaient contre la terreur et la violence du colonialisme français. Maintenant, le contexte du recueil que Camus nommait les chroniques algériennes. Camus l'a écrit en mars-avril 1958 et il commence en donnant le contexte et en rappelant l'avertissement qu'il a donné bien avant le commencement de la guerre en Algérie en 1954. Ce sont les premières lignes de ce chef-d'œuvre. Citation. On trouvera dans ce recueil un choix d'articles et de textes qui tous concernent l'Algérie. Ils s'échelonnent sur une période de 20 ans, depuis l'année 1939, où presque personne en France ne s'intéressait à ce pays jusqu'à 1958, où tout le monde en parle. Pour contenir ces articles, un volume n'aurait pas suffi. Il a fallu éliminer les répétitions et les commentaires trop généraux, retenir surtout les faits, les chiffres et les suggestions qui risquent d'être encore utiles. Tel quel, ces textes résument la position d'un homme qui, placé très jeune devant la misère algérienne, a multiplié vainement les avertissements. Et qui, conscient depuis longtemps des responsabilités de son pays, ne peut éprouver une politique de conservation ou d'oppression en Algérie, mais, averti depuis longtemps des réalités algériennes, je ne puis non plus approuver une politique de démission qui abandonnerait le peuple arabe à une plus grande misère, arracherait de ses racines séculaires le peuple français d'Algérie et favoriserait seulement sa profit pour personne le nouvel impérialisme qui menace la liberté de la France et de l'Occident. Comme d'habitude, on lit cet avant-propos non seulement en termes de sa place dans la littérature française, mais aussi pour mieux comprendre notre situation aujourd'hui. Surtout les causes des guerres qu'on voit devant nous aujourd'hui.
La première leçon, comme Camus souligne dans son avant-propos, c'est de bien mettre en contexte la guerre, particulièrement ses causes. Souvent, nous sommes bombardés avec une date particulière aux écoles, aux universités et sur l'écran, comme une date de commencement de la guerre. Par exemple, si nous cherchons sur l'Internet la guerre d'Algérie, nous trouvons 1954. Pour tous, la guerre a commencé en 1954. Et puis, nous trouvons le contexte autour de cette date. Dans la littérature de guerre, elle s'appelle la cause immédiate, qui est souvent un événement qui déclenche l'action militaire. Par exemple, en 1954, les guérillas algériennes ont fondé le Front de libération nationale et la France l'a considéré comme une menace sérieuse et elle a renforcé ses forces en Algérie. Bien sûr, c'est un fait. Mais est-ce que ça nous donne assez de contexte pour comprendre pourquoi l'Algérie voulait son indépendance? Pas du tout. La cause immédiate n'est jamais la cause de la guerre. Jamais. Nous avons besoin d'aller plus loin dans l'histoire pour trouver les causes de la guerre en Algérie. Les causes. Je vais vous donner ici une chronologie des événements depuis 1830 et elle serait suffisante pour en acquérir un contexte général. La France a réussi d'éloigner sa domination vers l'Afrique du Nord depuis les années 1830. Pendant ces années, la France a placé l'Algérie sous sa domination. En 1848, l'Algérie a été divisée en 3 départements. Le premier, la région autour d'Oran. Le deuxième, la région autour d'Alger. Le troisième, la Constantine. De 1830 à 1880, l'Algérie devenait la base de contrôle pour la France de l'Afrique du Nord. En 1881, la Tunisie est devenue la colonie française qui était à l'ouest d'Algérie, de l'Empire ottoman, et le fin du colonialisme a répandu en 1912 vers le Maroc, qui est situé à l'est d'Algérie. Depuis 1830, les Français venaient plus en plus en Algérie, à tel point qu'en 1960, on trouve presque 1 million de Français en Algérie. Et la population en somme d'Algérie était 10 millions. Les parents de Camus en étaient un. Après la Deuxième Guerre mondiale, la chute du colonialisme anglais en Inde et grâce à l'affaiblissement des armées européennes, les autochtones dans les pays sous la domination française avaient l'espoir de terminer la terreur du colonialisme français. En 1952, la France a essayé de réprimer le mouvement ethnique en Tunisie, baissant la réputation française aux yeux du monde. Les guérillas algériennes voyaient ces événements étroitement et elles ont fondé FLN en 1954. En 1955, les émeutes ethniques en Tunisie et au Maroc ont réussi de gagner leurs indépendances. Mais la France ne voulait pas perdre sa base de l'Afrique du Nord, l'Algérie. Chaque personne qui avait relation avec FLN a été chassée par le gouvernement français et la guerre est devenue un massacre. À la fin de la guerre, il y avait au moins 400 000 humains morts. C'était un résumé très court des événements qui peuvent donner l'image plus vaste que le fait que la guerre d'Algérie ait commencé en 1954. On retourne vers l'avant-propos. Camus va parler de cette guerre que je viens de contextualiser. Pour Camus, comme selon Sartre, la première bataille que nous devions vaincre, c'est dans le domaine des idées. Sartre disait vraiment qu'avant qu'on batte dans la roue,
On doit conquérir le plateau des idées. Mais Camus additionne une condition, comme il explique. Citation. La lutte des idées est possible, même les armées à la main, et il est juste de savoir reconnaître les raisons de l'adversaire avant même de se défendre contre lui. Mais dans tous les camps, la terreur change pour le temps où elle dure l'ordre des termes. Quand sa propre famille est en péril immédiat de mort, on peut vouloir la rendre plus généreuse et plus juste. On doit même continuer à le faire, comme ce livre en témoigne. Mais qu'on ne s'y trompe pas. Sans manquer à la solidarité qu'on lui doit dans ce danger mortel pour qu'elle survive au moins et qu'en vivant, elle retrouve alors la chance d'être juste. À mes yeux, c'est cela l'honneur et la vraie justice. Ou bien je reconnais ne plus rien savoir d'utile en ce monde. La vraie justice doit comprendre la position de son adversaire sans y mêler d'autres propagandes sales. Si on considère un exemple simple et individuel, si nous ne sommes pas d'accord avec quelqu'un, nous avons l'habitude d'appuyer vers les arguments ad hominem. Agrandir ce désaccord au niveau du gouvernement avec des armes et des missiles. Nous regardons aujourd'hui que les gouvernements en guerre s'occupent toujours avec les stratégies qui peuvent salir leurs ennemis. Les citoyens sont bombardés sur l'écran de télévision et aujourd'hui de portable aussi, avec des images et des nouvelles qui déshumanisent leurs ennemis. Les citoyens perdent lentement la capacité de comprendre la situation entière lorsque des médias remplissent leurs coffres avec l'argent du gouvernement. C'est le devoir de la communauté des intellectuels de séparer la violence intellectuelle de la vérité. Camus continue. Citation. À partir de cette position seulement, on a le droit et le devoir de dire que la lutte armée et la répression ont pris de notre côté des aspects inacceptables. Les représailles contre les populations civiles et les pratiques de torture sont des crimes dont nous sommes tous solidaires. Que ces faits aient pu se produire parmi nous, c'est une humiliation à quoi il faudra désormais faire face. En attendant, nous devons du moins refuser toute justification, fût-ce par l'efficacité à ces méthodes. Dès l'instant, en effet, ou même indirectement, on les justifie. Il n'y a plus de règles ni de valeurs. Toutes les causes se valent et la guerre sans but ni loi consacre le triomphe du nihilisme. Bon gré, mal gré, nous retournons alors à la jungle où le seul principe est la violence. Les justifications de Camus parlent ici comprennent aussi les raisonnements des intellectuels, y compris surtout des historiens. Selon Camus, si nous perdions le standard de la justice dans nos critiques, nous perdrions notre humanité, car nous nous trouvons comme des animaux, où le membre le plus fort dicte qu'est-ce que les autres doivent faire, même qu'est-ce que les autres doivent penser. Mais Camus sait qu'il y a une loi pour la paix et l'autre pour la guerre. Ou on peut se rappeler avec Ambrose que la paix ne soit qu'une période de tricherie entre les guerres. Les politiciens sont presque d'accord et certains même répètent sur la télévision avec le principe que dans les affaires de politique, la moralité n'existe pas. Et regardez bien maintenant pourquoi c'est nécessaire que nous ayons toujours la moralité au cœur de nos affaires politiques. Camus explique. Citation. Ceux qui ne veulent pas entendre parler de morale devraient comprendre en tout cas que même pour gagner les guerres, il vaut mieux souffrir certaines injustices que les commettre, et que de pareilles entreprises nous font plus de mal que son maquis ennemi.
Lorsque ces pratiques s'appliquent, par exemple à ceux qui en Algérie n'hésitent pas à massacrer l'innocent, ni en d'autres lieux à torturer ou à excuser que l'on torture, ne sont-elles pas aussi des fautes incalculables puisqu'elles risquent de justifier les crimes même que l'on veut combattre? Et quelle est cette efficacité qui parvient à justifier ce qu'il y a de plus injustifiable chez l'adversaire? À cet égard, on doit aborder de front l'argument majeur de ceux qui ont pris leur parti de la torture. Celle-ci a peut-être permis de retrouver 30 bombes au prix d'un certain honneur, mais elle a suscité du même coup 50 terroristes nouveaux qui, opérant autrement ailleurs, feront mourir plus d'innocents encore. Même accepté au nom du réalisme et de l'efficacité, la déchéance ici ne sert à rien qu'accabler notre pays à ses propres yeux et à ceux de l'étranger. Il explique bien ici qu'il trouve Socrate mieux informé quant à la place de la moralité dans les affaires politiques ou en fait ailleurs. Le premier penseur qui soulignait avec les justifications l'importance de la moralité dans n'importe quel domaine, c'était Socrate. Il donnait ses arguments bien critiqués depuis à l'égard du vrai pouvoir. La personne la plus forte, dans ce cas c'est le roi, ne considère jamais qu'il est tort. C'est là une idée qu'on va gagner la guerre en employant ces stratagèmes. Il les considère comme les lois divines que personne ne puisse mettre en question. Selon lui, si les citoyens écoutent, voire une fois, les arguments d'ennemis, et leur permettent d'infiltrer dans les esprits des citoyens, ce serait dire qu'ils doivent souffrir parce qu'ils doivent changer ou s'adapter un peu à ces stratagèmes des injustices contre son ennemi. La définition de gagner la guerre est entièrement inversée dans le monde ici-bas en face de la théorie. C'est une autre raison pourquoi Camus nous adresse à propos des idées. Nous avons besoin de corriger nos croyances et nos idées de la victoire en guerre. Camus continue à expliquer pourquoi c'est important. Nous oublions souvent qu'un jour la guerre arrêterait et l'histoire serait écrite. Le massacre serait écrit. Les violences seraient écrites. En fait, les noms de gens qui faisaient ces injustices seraient décrits. L'efficacité du réalisme qui pousse les politiciens d'exterminer des ennemis rapidement avec force peut-être terminerait les guerres bientôt. Mais le jugement de cette efficacité dont les historiens et les intellectuels parleront bientôt serait aussi assez fort. Chaque personne qui aurait souffert serait héros. Et chaque personne à côté de la violence serait vilain. Je répète la phrase incroyable de Camus. En tout cas, même pour gagner les guerres, il vaut mieux souffrir certaines injustices que les commettre. Camus cible les Français et les Algériens, les deux avec cette phrase. En guerre, les sentiments nous rendent aveugles. Nous ne voyons plus d'humains, nous voyons seulement des chiffres. Combien sont morts à ce jour-là? Nous sommes aveugles si c'était les femmes, les enfants ou les soldats. Nous oublions que nous devions lutter comme Gandhi, comme Camus nous y rappelle ici. Citation. Après tout, Gandhi a prouvé qu'on pouvait lutter pour son peuple et vaincre sans cesser un seul jour de rester estimable. Quelle que soit la cause que l'on défend, elle restera toujours déshonorée par le massacre aveugle d'une foule innocente, où le tué sait d'avance qu'il atteindra la femme et l'enfant. Tout d'abord, Camus commençait par le domaine des idées, et puis il nous donne un exemple concret dans l'histoire. Voyez Gandhi. Selon lui, et selon beaucoup d'autres, Gandhi resterait estimable jusqu'à jamais.
Les moyens que nous employons pour achever notre but comptent et décident si nous allons vraiment gagner aux yeux de l'histoire. En Inde, surtout quand dans la province de Bengale et ailleurs, les Indiens étaient en train de mourir à cause de la faim, Gandhi décidait de s'affaiblir de la même manière. Il ne prenait pas le pistolet pour tuer des femmes ou des enfants anglais. Et nous rappelons clairement qu'est-ce que Churchill a dit quand il avait reçu la lettre lui informant la mauvaise condition de la famine au Bengale. Il a répondu, informe-moi si Gandhi est encore vivant. Qui a gagné à la fin? Mahatma Gandhi. Camus regardait tous ces événements devant ses yeux. L'idée qu'une partie puisse légitimer ses injustices en repérant les injustices d'autres soit vide de la justice, ou comme Camus l'appelait la vraie justice. Il explique avec ces mots. Citation. La vérité, hélas, c'est qu'une partie de notre opinion pense obscurément que les Arabes ont acquis le droit, d'une certaine manière, d'égorger et de mutiler, tandis qu'une autre partie accepte de légitimer, d'une certaine manière, tous les excès. Chacun, pour se justifier, s'appuie alors sur le crime de l'autre. Mais dans ce témoin pour témoin, quel est le rôle des intellectuels? Camus en ajoute tout de suite. Citation. Lorsque la violence répond à la violence dans un délire qui s'exaspère et rend impossible le simple langage de raison, le rôle des intellectuels ne peut être, comme on le lit tous les jours, d'excuser de loin l'une des violences et de condamner l'autre. Ce qui a pour double effet d'indigner jusqu'à la fureur le violent condamné et d'encourager à plus de violence le violent innocenté. S'ils ne rejoignent pas les combattants eux-mêmes, leur rôle, plus obscur à coup sûr, doit être seulement de travailler dans le sens de l'apaisement pour que la raison retrouve ses chances. C'est pas facile d'écrire ou de parler pour un intellectuel pendant la guerre. Si quelqu'un inconnu comme moi dit un mot sur les guerres aujourd'hui, il y aurait un sourire sur vos lèvres avec la réponse « Qu'est-ce que l'on sache ?» Mais si le même mot sortait d'un penseur que nous, votre perspective serait peut-être changée. Camus connaît le poids des mots des intellectuels. Ils peuvent éclater une révolution. Et ici, il parle des conséquences pour un intellectuel qui décide d'être aveuglément à côté d'une partie, soit à cause de sa nationalité, soit à cause du paiement pour acheter ses mots. Qu'est-ce qui se passe vraiment? La violence augmente. Pourquoi? Simplement parce qu'il décidait d'être à côté du sentiment, ne pas être à côté de la raison. La paix est possible seulement si les intellectuels soulignent les chemins, surtout l'importance de négociations qui puissent adoucir les flammes de la guerre. Maintenant, on peut comprendre pourquoi Camus étant la voix de la raison a été ciblée autant par la droite et la gauche en France qu'en Algérie. Après avoir décrit les problèmes d'idéologie, Camus les porte en habit matériel avec ces mots. Citation. Une droite perspicace sans rien céder sur ses convictions, ou aussi essayer de persuader les siens en Algérie et au gouvernement de la nécessité de réformes profondes et du caractère déshonorant de certains procédés. Une gauche intelligente sans rien céder sur ses principes, ou de même essayer de persuader le mouvement arabe que certaines méthodes étaient ignobles en elles-mêmes. Mais non, à droite, on a le plus souvent entériné au nom de l'honneur français ce qui était le plus contraire à cet honneur.
À gauche, on a le plus souvent, au nom de la justice, excusé ce qui était une insulte à toute vraie justice. La droite a laissé ainsi l'exclusivité du réflexe moral à la gauche, qui lui a cédé l'exclusivité du réflexe patriotique. Le pays a souffert deux fois. Chaque parti trouvait les idées augmentant des problèmes au lieu d'en trouver la résolution. La victime est toujours la paix et l'humanité. Camus continue. Citation. Il semble que la métropole n'ait point su trouver d'autre politique que celle qui consistait à dire aux Français d'Algérie « Crevez, vous l'avez bien mérité » ou « Crevez-les, ils l'ont bien mérité ». Cela fait deux politiques différentes et une seule démission là où il ne s'agit pas de crever séparément, mais de vivre ensemble. C'est un peu étrange que les intellectuels étant les maîtres des idées sont si trompés avec des émotions nationaux qu'ils oublient la différence qu'ils apprenaient pendant leur premier cours de la logique, c'est-à-dire la différence entre le particulier et l'universel. Et en parlant de cette erreur, on arrive enfin à la citation qui nous donne exactement en mot plein la position de Camus sur la politique française à propos d'Algérie qui va inquiéter jusqu'à maintenant beaucoup du monde. Il dit, citation, « Ce que j'hériterai en écrivant cela, je leur demande seulement de réfléchir quelques instants à l'écart des réflexes idéologiques. Les uns veulent que leur pays s'identifie totalement à la justice et ils ont raison. Mais peut-on rester juste et libre dans une nation morte ou asservie? Et l'absolue pureté ne coïncide-t-elle pas pour une nation avec la mort historique? Les autres veulent que le cœur même de leur pays soit défendu contre l'univers entier s'il le faut et ils n'ont pas tort. Mais peut-on survivre comme peuple sans rendre justice dans une mesure raisonnable à d'autres peuples? La France meurt de ne pas savoir résoudre ce dilemme. Les premières veulent l'universel au détriment du particulier. Les autres le particulier au détriment de l'universel. Mais les deux vont ensemble. Pour trouver la société humaine, il faut passer la société nationale. Pour préserver la société nationale, il faut l'ouvrir sur une perspective universelle. Plus précisément, si l'on veut que la France seule règne en Algérie, sur 8 millions de muets, elle y mourra. Si l'on veut que l'Algérie se sépare de la France, les deux périront d'une certaine manière. Si au contraire en Algérie le peuple français et le peuple arabe unissent leurs différences, l'avenir aura un sens pour les Français, les Arabes et le monde entier. Camus ne voulait pas l'Algérie indépendante de l'influence française. Autrement dit, Camus ne voulait pas arracher la France d'Algérie. C'était pas une position connue parmi les intellectuels à cette époque-là. Par exemple, si on voit la position sartrienne, c'est assez différente. Sartre a battu pour l'indépendance d'Algérie comme le Maroc et la Tunisie. Mais comme j'en ai parlé tout à l'heure, Camus et Sartre étaient d'accord sur un point. L'ère du colonialisme français s'est dépassée. Camus donne beaucoup de raisons dans cet avant-propos pour avoir écrit Chronique algérienne. Mais l'objectif dont on va lire bientôt est le plus important. Camus connaît, comme il en parlait avant, que les mots, les sens des mots, la rhétorique en général sont violés par la guerre. Les mots violents de chaque partie en guerre sont agrandis par l'un et l'autre. Mais qui parle la langue des opprimés? Ce livre est dédié aux opprimés. Camus indique son objectif principal avec ces mots. Citation. Mais pour cela, il faut cesser de considérer en bloc les Arabes d'Algérie comme un peuple de massacreurs.
La grande masse d'entre eux, exposée à tous les coups, souffre d'une douleur que personne n'exprime pour elle. Des millions d'hommes, affolés de misère et de peur, se terrent pour qui ni le Caire ni Alger ne parlent jamais. J'ai essayé depuis longtemps, on le verra, de faire connaître moi leur misère et l'on me reprochera sans doute mes sombres descriptions. J'ai écrit pourtant ces plaidoyers pour la misère arabe quand il était temps encore d'agir. Alors, où la France était forte et où se taissaient ceux qui aujourd'hui trouvent plus facile d'accabler sans relâche, et même à l'étranger le pays affaibli. S'il y a 20 ans, ma voix avait été mieux entendue, il y aurait peut-être moins de sang présentement. Le malheur, où je l'éprouve comme un malheur, et que les événements me donnaient raison. Virgule. Et juste après ça, il ajoute ces mots avec lesquels je vous dis au revoir. Les mots que nous devons écrire à nos cœurs. Les mots qui nous doivent rechercher dans notre bataille contre la violence aujourd'hui. Citation continue. Aujourd'hui, la pauvreté des paysans algériens risque de s'accroître démesurément au rythme d'une démographie foudroyante. De surcroît, coincés entre les combattants, ils souffrent de la peur. Surtout ont besoin de paix. C'est à eux et aux miens que je continue de penser en écrivant le mot d'Algérie et en plaidant pour la réconciliation. C'est à eux, en tout cas, qu'il faudrait donner enfin une voix et un avenir libéré de la peur et de la faim. Merci tout le monde.